Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre patience. On va pouvoir commencer la conférence. Donc merci pour votre présence. On se faisait la réflexion avec Sylvestre. C'est vrai que depuis 4 ans, les conférences ont de plus en plus de succès. Donc merci à vous toutes et tous d'être présents. C'est grâce à vous si les conférences peuvent fonctionner et peuvent attirer du monde. Aujourd'hui, on a souhaité avec Manon, avec qui je vais co-animer la conférence et avec nos 4 intervenants, évoquer avec vous l'évolution du secteur funéraire et essayer de répondre, je dis bien essayer, on ne va pas tout refaire en 1 heure, ça va être un peu court, mais de poser un peu les jalons sur une question assez simple. Quelles seraient les alternatives aux funérailles traditionnelles ? Je utilise bien le conditionnel, parce qu'aujourd'hui, seule l'inhumation et la crémation sont possibles en France. Donc toute autre alternative n'est pas possible aujourd'hui. Mais quelles pourraient être ces alternatives ? Donc on va à la fois avec Manon et puis les intervenants échanger sur ce sujet. Donc j'ai évoqué tout à l'heure, je vais aller directement sur les présentateurs. Donc Olivier Vérité, donc secrétaire général de la Fédération nationale du funéraire. Manon, je te laisse te présenter rapidement. Et Manon Moncoq, anthropologue du funéraire et de l'environnement. Nous aurons comme intervenant, peut-être prenez les micros, c'est aussi bien si c'est vous qui vous présentez. Séverine, vas-y. Bonjour à tous, Séverine, présidente et conseillère funéraire au sein de la coopérative funéraire de Lille. Bonjour, Gauthier Caton, directeur général des pompes funèbres Caton, à Orléans. Bonjour, Sylvestre Olgiati, je dirige une entreprise qui fabrique des plaques funéraires et je suis président de la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire. Ça, c'était le coup de tambour pour m'annoncer. Quelqu'un est tombé. Philippe Gentil, je dirige la société Alliance Funéraire avec un vaillant lieutenant qui s'appelle Jérôme Huguin qui doit être dans la salle. Et je suis également adhérent et administrateur de la FNF. Tout à fait. Avant de lancer le sujet, en introduction, rappeler pour ceux qui ne le savent pas qu'effectivement il y a la députée MoDem et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Élodie Jacquier-Laforge, qui a déposé le 31 janvier dernier une proposition de loi d'expérimentation qui vise à développer un mode d'obsèque écologique. C'est comme ça que c'est écrit, le compostage humain aux humisations. Je laisserai Manon expliquer aujourd'hui les différentes techniques qui pourraient exister. Pour revenir sur cette humusation, elle est autorisée dans plusieurs États américains et à l'étude en Belgique. Elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, pas encore autorisée en France, car seules l'inhumation et la crémation sont légalement possibles. On voit bien par rapport à ce que la députée a avancé comme proposition de loi, alors que c'est une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi, parce qu'un projet de loi, c'est le gouvernement qui le présente, une proposition de loi, c'est une députée ou un député ou un sénateur. Il y a un mouvement de fond écologique que vous présentera Manon, qui est très intéressée par ce sujet. Elle prend le biais de l'anthropologie funéraire par le biais de l'environnement. Et très rapidement, auprès des pouvoirs publics, la fédération a souhaité se positionner pour être reconnue comme un référent et un acteur incontournable sur ces sujets. En clair, on souhaite être contacté, interrogé ou consulté en amont de toute réflexion sur l'environnement funéraire, parce qu'on considère que qui mieux que nous, professionnels du funéraire, qui accompagnent au quotidien les familles et les proches endeuillés, sont à même de se positionner en experts. Et il nous semblait important, dans le cadre de ce salon, de proposer une conférence, on va dire sociétale, pour un peu prendre de la hauteur au niveau du funéraire et nous mettre au-dessus de la mêlée, comme on dit, et regarder un petit peu l'avenir, le devant, et qu'est-ce qui pourrait à venir nous arriver d'autres pays ou d'autres environnements. Il y a 2 ans, on avait fait une conférence sur le digital. On voit bien qu'il y a des nouveaux aspects qui arrivent. La société avec un grand S bouge et forcément fait évoluer la société funéraire. Donc c'est à nous, en tant que fédération, on considère que c'est dans notre rôle de vous accompagner, d'aider les opérateurs funéraires à prendre de la hauteur et à se positionner, et aussi à comprendre, avant même de se positionner,
de comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit. Hein, d'éviter les fantasmes, les réflexions, on a dit que, on a vu que, on a lu que. Nous, on préfère évoquer les sujets, en parler, échanger entre nous, avec les pouvoirs publics, pour mettre tous les sujets sur la table. Donc en termes de conférences, il y en aura 2 organisées par la Fédération. Une conférence juridique qui aura lieu vendredi, qui sera animée par le département juridique de la Fédération, pour vraiment répondre à des problématiques du quotidien, de votre quotidien, du quotidien des opérateurs funéraires. Et on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, une conférence plus sociétale. Parce que c'est important de prendre cette hauteur pour nous. Je remercie Manon de m'accompagner. L'une des rares, voire je crois la seule anthropologue spécialisée en funéraire. Donc il faut quand même le souligner. Je pense qu'on est toujours ravis dans le milieu funéraire quand des personnes, on va dire, jeunes, on peut le dire, ont une vocation très tôt, mais je pense que je laisserai Manon en parler, mais c'est vrai que Manon, depuis toute petite, veut travailler et traiter le sujet funéraire. Et c'est aussi l'occasion pour nous de traiter le funéraire et d'en parler autrement. Pas forcément par la voix des opérateurs, ni par la voix des fabricants, hein, que Sylvestre représente. Là, on est dans la filière funéraire classique, fabricants, opérateurs. Manon amène autre chose, une autre vision, et il nous a semblé complémentaire de co-animer cette conférence, et je la remercie. Je remercie aussi les professionnels du funéraire qui sont autour de cette table ronde qui est alignée. Bon, mais c'est vrai, comme le disait Gauthier, pour parler, c'est plus facile d'être aligné, parce que sinon il y a quelqu'un qui vous tournerait le dos. Donc voilà, c'est une table ronde alignée. Et on a échangé avec Manon comment on pouvait aborder ce sujet des obsèques alternatives. On a souhaité laisser la parole aux professionnels, que ça soit la partie fabricant, que Sylvestre représente, à la fois en tant que patron de Funépro, mais aussi en tant que président de la chambre syndicale et organisateur du salon. Et avec 3 opérateurs funéraires, avec leur style, avec leur histoire, avec leur environnement professionnel différent, mais qui sont tous les 3 adhérents à la fédération, donc qui représentent un panel très large de notre fédération, donc qui sont Séverine, Philippe et Gauthier, qui se sont présentés tout à l'heure. Donc c'était important pour nous d'avoir 3 profils différents. Ils peuvent avoir 3 visions différentes aussi sur le sujet des obsèques alternatives, vous le découvrirez en les écoutant tout à l'heure. Et il nous a semblé, pour avoir un débat intéressant, qu'il y ait cette interaction entre ces 3. Donc je vous remercie tous les 4 d'avoir rapidement dit oui. Je pense qu'avec Manon, dès qu'on vous a sollicité, vous nous avez répondu par la positive. Donc merci à tous les 4. Et je vais laisser à Manon la parole, se présenter rapidement et puis introduire le sujet des obsèques alternatives. Merci beaucoup Olivier, c'est vraiment un plaisir, voire même un honneur pour moi de co-animer cette table ronde. Donc pour débuter, eh bien effectivement, on s'est rendu compte que l'écologie, elle s'est immiscée dans le secteur funéraire français il y a quelques années, plusieurs années, que ça soit à travers les capitons en fibres naturelles, les urnes biodégradables, les cercueils en bois durable, les cercueils en carton, les cimetières paysagers, les monuments végétalisés, les corbières électriques. Autant de fournitures qui souhaiteraient limiter leur impact sur l'environnement, qui viennent en un sens élargir l'offre. Mais ça s'inscrit dans un mouvement de fond qui est plus large, notamment occidental. Et il faut savoir que dans d'autres pays, il y a des professionnels du funéraire qui ont imaginé, breveté, voire même réussi à légaliser des modes de sépulture alternatifs, à l'inhumation notamment, et à la crémation, qui sont d'un point de vue historique très anciennes et quasiment universelles. C'est moi qui l'ai ? C'est quoi la... Ton verre. Il y en a 2. Celui-là ? Le gros verre. Ok. Il y en a 2. Ah oui, il a 2, c'est le gros. Voilà. Merci, ok. Encore une fois. Laisse, comme ça, c'est Merci. facile pour toi. La première que je souhaitais vous présenter, ça s'appelle la prométion, ou réduction par le froid. Réduction du corps en particules, sous l'action de l'azote liquide et d'une table vibrante. Pour sa créatrice,
Ces particules auraient un potentiel fertile que l'on pourrait inhumer et sur lesquels on pourrait planter un arbre mémoriel. Ce mode de sépulture, je vous le présente parce qu'il a été breveté, mais à l'heure actuelle, il n'est légalisé nulle part. Le second mode de sépulture alternatif à l'inhumation et à la crémation qui se présente comme plus respectueux de l'environnement, c'est l'aquamation ou crémation par l'eau. Le principe, c'est de placer le corps du défunt dans une solution alcaline qui va venir dissoudre la partie organique du corps, processus à l'issue duquel on va pouvoir récupérer le calcius et le réduire en poudre, comme pour une crémation. Ça a été breveté en 2007 aux États-Unis sous le nom commercial de rhizomation, avec un processus bien particulier. C'est légalisé dans la plupart des États d'Amérique, des États-Unis, dans certaines provinces du Canada. Et peut-être, je mets des guillemets parce que je ne suis pas sûre de mes sources, en Australie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Le dernier mode de sépulture que je voulais vous présenter, c'est l'humusation et les Lenore process, à bien différencier parce qu'ils font appel à des processus différents. L'idée, c'est de transformer le corps humain en compost via un processus d'humification, qu'il soit hors sol, sur sol ou en sous-sol, en milieu artificiel ou en milieu naturel. L'humusation a été pensée en 2014 en Belgique et pour les Lenore process, ils ont été légalisés à l'heure actuelle dans 5 États des États-Unis. Il y a un 6e qui sera actif en 2027 et ça a commencé par l'État de Washington. Il y aurait aussi peut-être une légalisation en Allemagne, mais là encore, j'utilise le conditionnel. C'est hyper intéressant comme question, surtout en anthropologie. On est très très peu à travailler sur le sujet, mais il y a une anthropologue qui a écrit un article il y a quelques années. Et en fait, pour elle, l'émergence de ces innovations funéraires présentées comme plus respectueuses de l'environnement, eh bien en fait, ça serait dû à des conjonctions de 3 contextes spécifiques. Le premier, c'est un contexte historique. Il faut savoir que les pratiques funéraires ont été profondément marquées et transformées par la modernité, notamment liées au processus d'industrialisation, de globalisation et de sécularisation de la société. L'exemple type de cet événement, de ce processus-là, c'est le développement important de la crémation. Le deuxième contexte, il est économique. Au XXe siècle et surtout à la fin du XXe siècle, on a eu une professionnalisation rapide des pratiques funéraires ainsi que la naissance et l'expansion d'un marché, un secteur du funéraire. Et idéologique pour le troisième contexte, pour l'anthropologue, il y aurait l'omniprésence d'un impératif environnementaliste qui toucherait toutes les activités de notre vie quotidienne. Et cet impératif environnementaliste, il a pour double corollaire, d'une part, le rejet du détritus et la valorisation du recyclage. Et l'anthropologue qui s'appelle Elisabeth Anstedt pose une équivalence entre le déchet et le défunt. Et en fait, dans cet impératif environnementaliste, eh bien, il y a la valorisation du défunt qui peut être faite à travers ces nouveaux processus. Et du coup, ils s'inscrivent pleinement dans un impératif de développement durable. Moi, je rajoute aussi le fait qu'à l'heure où on est de moins en moins croyants, de moins en moins pratiquants, l'écologie semble, dans une certaine mesure, répondre à un vide sémantique. On ne sait plus quel sens donner à la mort. Et dans certaines mesures, eh bien, le fait de s'intéresser à des modes de sépulture alternatifs et à des sépultures régénératives, eh bien, cette idée de renaissance, notamment dans la nature, dans les végétaux, peut donner un sens à la mort. Pour finir, si une demande de l'offre de services et de fournitures plus écologiques, mais aussi d'une certaine volonté d'un retour à la nature est palpable, il faut quand même se demander qu'en est-il réellement sur le terrain et surtout, quelle est la position, l'avis des professionnels du secteur funéraire aujourd'hui sur ces thématiques. Et c'est ce que nous allons écouter et découvrir avec nos intervenants. Merci. Merci Manon pour ce décryptage et cette présentation rapide, mais qu'on a volontairement voulu synthétique des différentes obsèques alternatives qui pourraient exister aujourd'hui.
Ce qu'on a vraiment souhaité avec Manon, c'était interroger les professionnels sur ces débats-là. Et là, je vais me tourner vers vous, tous les quatre. Quand on parle de funérailles alternatives, l'écologie n'est jamais très loin. Manon l'a introduit de cette manière. Et effectivement, lorsqu'on est interrogé, y compris par les pouvoirs publics, c'est par cet angle-là aussi qu'on est interrogé. Mais j'ai envie même de poser la question, avant même de parler de funérailles alternatives, à proprement dit, qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce que vous proposez déjà dans vos entreprises en tant que terme d'offre écologique qui pourrait être dite comme écologique? Gauthier, par exemple? Alors moi, j'ai une vision, enfin ça fait 2 ans, je suis déjà intervenu sur le sujet par rapport à un label écologique qui avait été créé. Et je suis ravi de voir que depuis une dizaine d'années, il suffit de regarder les allées du salon pour comprendre l'évolution. Les produits sont de moins en moins présents, l'angle environnemental est de plus en plus défendu. Chaque stand essaie de mettre en avant sa production française, son impact environnemental. Le digital, on en parlera peut-être un peu, prend de l'ampleur. Les grands stands ne sont plus les fabricants de monuments, mais c'est des nouvelles start-up avec des gens en sweat et en basket. Donc on voit que le métier change, c'est bien. Donc ça, j'en suis déjà ravi. Au niveau de notre entreprise, pour en revenir plus précisément à ta question, on a vu il y a, je pense, une dizaine d'années arriver les premiers cercueils éco-conçus ou éco-responsables sans réel fondement sur les mesures d'impact. C'était plus une offre marketing et c'était le début, c'était bien. Nous, on a assez rapidement, on n'a pas voulu créer d'offres marketing autour de l'environnement. On ne voulait pas prendre d'engagement dont on n'était pas certain. On ne voulait pas mentir aux familles. Les familles qui ont un engagement environnemental ont une connaissance souvent accrue du sujet. Et les conseillers funéraires qui mettraient en avant des offres a priori écologiques pourraient vite se retrouver en situation difficile. Donc on a préféré laisser le temps au temps. Les fabricants deviennent de plus en plus pointus sur le sujet. On commence à avoir des vrais produits éco-conçus. On travaille avec nos fabricants et nos fournisseurs, et je les en remercie parce que c'est forcément un peu de recherche et développement, ce qui n'est pas forcément présent chez ces industriels, en tout cas de cette taille-là, pour avoir une gamme, par exemple, de capitons à quasiment 100% fibres naturelles et en ouate végétale. Et en fait, on est en train de changer l'intégralité de nos gammes, mais pour ne pas avoir un produit ou 2 produits pour faire du marketing autour du sujet, mais avoir un vrai impact lourd et profond sur notre offre. Et on a également, rapidement par contre, on l'avait évoqué il y a 2 ans, compensé l'impact de nos produits. Donc on replante des arbres à chaque cercueil, et pas que un cercueil, mais à tous les cercueils en France. On a mis en place du recyclage d'articles funéraires depuis peu de temps, des recyclages des pacemakers. Donc faute d'avoir les produits parfaits, à minima on essaye de réduire l'impact des produits qu'on consomme actuellement. Voilà, merci. Merci Gauthier. Séverine? L'impact sur l'environnement fait vraiment partie de l'ADN de toutes les coopératives funéraires. Et c'est donc dans ce sens que nous prenons le temps d'expliquer aux familles qui ont un intérêt pour leur impact que les funérailles sont vraiment polluantes à toutes les étapes. On leur propose des cercueils uniquement fabriqués en France, issus de forêts éco-gérées. On fait attention, en effet, le capiton 100% naturel. On essaie de proposer des urnes fabriquées en France. Je dis on essaie parce que c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a aussi, il faut le reconnaître, un problème peut-être parfois de budget, si on veut rester franco-français. En tout cas, nous, on le ressent au niveau de la coopérative. Au-delà de ça, on a un vrai devoir d'information. Très souvent, les familles sont étonnées de savoir qu'une toilette est possible et qu'un soin n'est pas obligatoire, que la pleine terre est possible également, qu'il n'y a pas besoin d'un caveau, etc., que la dispersion en pleine nature est autorisée. Ça, on a énormément d'étonnement par rapport à tous ces points-là. Donc on les oriente, on leur explique ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, tout en respectant la législation. On ouvre le champ des possibles. Et c'est là aussi l'importance de tous les événements qu'organisent les coopératives funéraires. Les temps d'information, les cafés mortels, mais aussi les ateliers, tout ce qu'on peut faire qui sont des événements très souvent gratuits, ouverts à tous, pour, au-delà de lever le tabou sur la mort, informer. Philippe? Alors, moi, je vais dire que
le sujet de l'environnement n'est pas l'apanage des coopératives, madame. Il est l'apanage de toutes les entreprises du secteur. Et ça se vérifie effectivement, comme l'a dit Gauthier, à travers les différents produits et services qui ont été développés ces 10, 15, 20 dernières années. On a connu évidemment tout de suite au début les urnes biodégradables, ou en tout cas solubles dans l'eau, puisque lorsqu'on a fait les premières dispersions en mer d'urnes avec des urnes solides en métal, c'était pas terrible. Et puis progressivement on est allé vers d'autres produits et on a aussi voulu éviter, parce que je pense que l'entreprise privée est aussi soucieuse non seulement de sa rentabilité, mais de ne pas raconter trop de carabistouilles à ses clients. On a voulu aussi éviter d'aller vers des sujets, et peut-être y a-t-il des gens qui adorent ça dans la salle, mais en tout cas c'est pas mon cas, à fabriquer ou à vendre des cercueils dits en carton. Quand on connaît le processus de fabrication du carton et l'utilisation de milliers de litres d'eau et de chlore nécessaires à la fabrication d'un cercueil comme ça, je ne suis pas sûr que d'un point de vue environnemental, ce soit une réussite. Quant aux voitures électriques, on en teste actuellement, puisque moi j'ai la chance de gérer finalement une société logistique qui apporte un certain nombre de services aux entreprises du secteur, que sont corbillards, cercueils, chauffeurs, porteurs, maîtres de cérémonie, capitons et autres. Pour revenir donc sur les voitures électriques, on a des sujets évidemment d'autonomie encore non vraiment résolus. Et puis, j'invite tout le monde à quand même vérifier ce que c'est que le bilan carbone d'une Tesla ou d'un véhicule électrique dont les batteries sont fabriquées en Chine pour la plupart. Le véhicule est importé chez nous. Pour l'instant encore, à coût de subvention, il est vendu, mais je crois que ça s'arrête en fin d'année. Bref, il faut rentrer dans le monde de l'environnement avec beaucoup de lucidité et pas s'y précipiter pour répondre juste aux marottes de quelques bobos égarés du centre de Paris. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue et je vais le défendre devant vous durant toute cette heure. Merci Philippe. On avait dit que toutes les parties prenantes évoquaient le sujet et c'est bien, tu mets les pieds dans le plat et c'est parfait. Sylvestre, pour la partie fabrication. Sur la partie des fabricants, il faut regarder le funéraire dans son histoire. Maintenant, on l'a un petit peu rappelé. Qu'est-ce qui a façonné les rites et les pratiques funéraires d'aujourd'hui? Pendant longtemps, ça a été l'événement social que représentent les funérailles. Ça a été le fait religieux qui a beaucoup façonné les choses. Aujourd'hui, on a une disparition ou quasiment de disparition du fait religieux, en tout cas un affaissement très, très important. Qu'est-ce que ça donne? Ça laisse la place au vide. Alors l'écologie apparaît comme une très bonne solution consensuelle pour remplir ce vide-là et mettre un petit peu tout le monde d'accord sur une nouvelle symbolique autour des funérailles. Là-dessus, nous, fabricants, on est sur des évolutions qui sont lentes dans le funéraire, on le sait. C'est quelquefois rassurant, c'est quelquefois très, très frustrant. Et puis ce qui est frustrant au niveau des fabricants, c'est que on a beau réfléchir, on a beau travailler, chacun dans nos parties, que ce soit le monument, le cercueil, la plaque, les compositions florales, toutes nos spécialités, et on a un filtre énorme pour arriver jusqu'aux décisionnaires que sont les familles qui vont choisir. C'est bien vous, les pompes funèbres, les marbriers qui êtes l'intermédiaire entre nous et les familles. Donc on a quelquefois la frustration de faire des efforts qui ne sont pas compris, des fois sur lesquels on ne sait pas faire la bonne communication, sur lesquels on ne sait pas bien former, mais il faut bien se rendre compte qu'on a pris conscience que nous vivons dans un monde contraint qui atteint ses limites et que de toute façon, par économie pure, et réalité économique, mais il nous faut faire des économies, il faut travailler sur nos déchets, il faut travailler sur le recyclage, il faut avoir une politique RSE et les évolutions récentes du coût d'achat des bois pour la filière des cercueils ont été génératrices de créativité pour aller chercher de nouvelles essences, pour aller chercher des circuits courts et pour faire des efforts. Donc notre filière, comme toute filière économique, elle s'adapte à une réalité économique qui est bien présente aujourd'hui, mais sur laquelle on sait qu'ensemble, avec vous, pour les familles, il va falloir communiquer ensemble pour arriver à faire porter ce message et à ce que ces efforts se coordonnent. Donc moi je dirais que la filière des fabricants est au service des distributeurs pour qu'ensemble on s'améliore dans un objectif écologique.
Merci Sylvestre. Je pense qu'il était important qu'au-delà, et c'est pour ça qu'on voulait partir de ce sujet écologique, qui est un sujet qui est sociétal avec un grand S, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on voit bien qu'au-delà des obsèques dites alternatives, il y a déjà dans les filières actuelles du funéraire tout un travail à faire sur ces aspects environnementaux et écologiques. Manon, je te laisse poursuivre, justement pour aller au cœur du sujet de la conférence, qui sont ces obsèques alternatives. Merci Olivier. Philippe, je souhaiterais vous demander quel est justement votre regard de professionnel sur ces obsèques dites alternatives et notamment sur la proposition de légalisation possible en France de l'aquamation, l'humusation ou les Nord Process. Alors, le sujet est vaste, mais je vais essayer d'être synthétique. Il y a deux processus. L'un qui est celui que je qualifie de jardinage, et puis l'autre qui est un processus qui me semble un tout petit peu plus abouti et sérieux, qui est celui de la transformation d'un corps en un liquide qui est globalement de l'eau. La partie jardinage, enfin pardon d'être trivial sur le sujet, mais c'est l'humusation. Alors l'humusation, il faudrait que tout le monde puisse lire les rapports qui existent sur le sujet. Il n'y en a pas 50, mais en tout cas j'en connais 2. Des rapports scientifiques, hein, j'entends, pas des rapports nés de la tête de personnes pour qui c'est une sorte de marotte de pouvoir enterrer papy et mamie dans le jardin. Et puis, on met ça sous un tas de bois et un peu de fumier, puis ça va se décomposer gentiment, et ça n'aura aucun impact environnemental, et ça sera très propre, et ça sera très bien. Quand on analyse cette première version, donc de l'humusation, transformer le corps finalement en humus, je ne dis pas que c'est pas louable, après tout, nous sommes poussière, nous redeviendrons poussière, mais enfin, il faut que ce soit quelque chose qui soit d'abord, d'un point de vue éthique, relativement expliqué aux gens, parce que finalement, le processus de l'humusation, ça consiste à mettre la personne sous terre, sous un certain nombre de végétaux, la laisser, entre guillemets, se dégrader au fil des mois ou des semaines, et puis ensuite retourner le decompost pour favoriser la décomposition complémentaire, pour qu'en fait la personne, effectivement, se décompose complètement. D'un point de vue éthique, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si, en tout cas pour des gens qui ont pratiqué des exhumations civiles, on sait quand même que c'est pas quelque chose de particulièrement ragoûtant d'une part, et puis ensuite en matière de respect du corps, le trifouiller ou le retourner, c'est pas quelque chose, c'est un acte qui est quand même un peu particulier. D'un point de vue, je dirais, juridique, il faut donc bien l'encadrer. Et si on doit le faire, ça doit être, si c'est légalisé, il faut que ce soit fait obligatoirement dans un cimetière, parce que les analyses, moi j'ai 2 rapports en tête, celui du professeur Barré de l'Université catholique de Louvain, et puis le rapport de l'ANSES, qui est moins connu, mais qui analyse finalement la décomposition des carcasses animales dans des terrains pour avoir évité finalement de les crématiser. C'est, d'un point de vue environnemental et même médical, à la fois très polluant, très dangereux. Il y a des agents pathogènes qui restent. Enfin, il faut vraiment que ce soit très encadré. Si on vient sur l'aquamation, c'est un processus qui est complètement différent, puisqu'on utilise le terme alcali pour éviter de parler de soude caustique. Mais enfin, ça revient un peu à ça. On trempe dans un bain, dans un caisson fermé, un bain d'eau à base de soude caustique ou d'alcali, un corps, et on le laisse finalement se décomposer pendant plusieurs heures pour que finalement il redevienne de l'eau, enfin que la solution qui reste est une solution basique, et puis on compense pour ceux qui ont fait un peu de chimie au collège ou au lycée, on compense la solution basique par de l'acide pour rééquilibrer le pH, et on a de l'eau salée à la sortie. Ça, je dirais que c'est un processus finalement chimique. Est-ce qu'il est très différent d'un processus où on va brûler un corps? On le brûle de manière différente finalement. On le dissout dans un cas et dans l'autre cas on le brûle. Il y a à peu près la même violence d'un point de vue éthique, ça je suis assez d'accord pour le dire, mais enfin de toute façon qu'on soit enterré ou brûlé ou aquamisé, je ne sais pas comment on dit, ça revient à peu près au même. Là aussi il faut bien l'encadrer, on parlera peut-être du sujet juridique après. Néanmoins, donc, le processus est, d'un point de vue hygiène,
plus respectueux de l'environnement, moins consommateur d'énergie qu'un four de crémation, c'est vrai. Et on pourrait imaginer, comme c'est le cas dans certains États aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou même en Hollande, qu'il soit légalisé. Après, je dirais Sylvestre a parlé de la question du rite. Il est important. Il y a un rituel pour l'inhumation, il y a un rituel pour la crémation. Et on va me dire, oui, mais ça n'existait pas la crémation en 1980, on faisait 1% de taux de crémation, on est à 40 aujourd'hui. Certes, mais la crémation, jusqu'à Charlemagne, ça existait. Il y avait un rituel pour la crémation, c'était une pratique courante que Charlemagne a complètement abolie et interdite, et puis qui est revenue à la fin du 19e siècle avec les libres penseurs. On a recommencé à construire des crématoriums, et puis aujourd'hui c'est un rite courant. Donc d'un point de vue rituel, c'est quand même assez. Ce sont des rites établis d'un point de vue historique. L'inhumation, la crémation, l'aquamation, ça l'est moins, et il va falloir peut-être un peu de temps pour que notre société l'accepte et y adhère. Et puis, dernier point sur lequel je voulais venir, et après je me tais, c'est promis, il y a un sujet quand même économique pour nos filières. Et là, je m'adresse à tous les professionnels du secteur. On a longuement débattu avec Gauthier, on s'amuse l'un envers l'autre et on se moque l'un de l'autre. C'est sûr que le modèle économique tel qu'on le connaît du secteur funéraire sans le cercueil, j'invite tout le monde à y réfléchir. Parce que demain matin, mesdames et messieurs, vous ne vendez plus de cercueils dans vos agences, parce que finalement, soit on va mettre les gens en compost sous un tas de petits bois et de végétaux pour pratiquer l'humusation, soit on va dissoudre ce corps dans un liquide, il n'y a plus besoin du cercueil. Ou alors il faut réinventer des produits et des services pour compenser ce que vous allez perdre en termes économiques dans ces processus. Donc il y a de vraies questions à se poser. Voilà. C'est fini. Merci Philippe. Merci Philippe. Gauthier, est-ce que vous souhaitez rebondir sur l'intervention de Philippe? Je serais peut-être un peu moins radical. Et c'est pas difficile. Oui. Oui, il y a un vrai sujet, évidemment, sur l'économie, mais globalement, les pompes funèbres sont trop chères aux yeux de tout le monde. Donc finalement, si on n'avait plus de vente de cercueils, ça serait ça de moins pour les pompes funèbres qui gagnent déjà beaucoup d'argent. Donc de toute manière, le sujet de l'économie ne sera jamais à l'avantage de la filière. Le seul vrai problème, et pour autant, là où je serais moins radical, c'est que jusqu'à preuve du contraire, et on a eu l'occasion d'en parler à l'Assemblée nationale, un cercueil est un contenant dans lequel on place un corps pour le transporter. Donc ça, il faut bien que ça dure. Même si on peut le rouvrir, il faut bien le transporter dans un contenant. Pour introduire un corps dans un appareil de crémation, pour ceux qui ont déjà maîtrisé la technique, et on ne le jette pas, donc il faut bien le pousser avec un bras, donc il faut un contenant. Pour exposer un cercueil, un corps, dans une église ou dans un lieu de célébration, on va mettre quelques années avant de mettre un corps sur une planche à l'exposition, donc ça veut dire que globalement les cercueils perdureront. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas l'impact, on ne connaît pas ou on ne mesure pas l'impact réel de l'inhumation, de la crémation, et on essaie de défendre des nouvelles pratiques alors qu'on ne mesure déjà pas nos pratiques historiques. Et la seule étude qui est fiable dans sa réalisation, mais peut-être pas dans sa demande, c'est une étude qui a été réalisée pour mesurer l'impact de la crémation et l'impact de l'inhumation. Et dans l'inhumation, on a intégré un caveau venant d'Asie et un caveau en béton et un monument venant d'Asie. C'est-à-dire que si on veut piquer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est plus facile. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas, et ça ne doit pas être un combat ni idéologique, ni en termes de communication entre nos entreprises. Il n'y a pas une entreprise plus blanche que blanche et qui défendrait les intérêts. J'entends ce qui a été dit par rapport aux toilettes et aux soins, par rapport aux caveaux et aux fosses, mais ça pourrait presque laisser sous-entendre que depuis des décennies, on abuse des familles, on les force à commander des choses qu'elles n'ont pas demandées. Pour cause, je sais de quoi je parle, ça fait un petit peu de temps que je suis dans le funéraire, j'ai des salariés qui sont présents dans la salle. Jamais dans une entreprise de pompes funèbres, on dit en directive, surtout tu essaies de vendre des caveaux quand les gens en veulent une fosse, et surtout tu places des soins à tout prix, même si les gens ils veulent une toilette. Enfin, je ne crois pas que dans nos entreprises, ça représente réellement nos pratiques. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'impact des soins sur le terrain. Donc on peut dire que les soins, c'est plus polluant, évidemment, mais est-ce qu'un corps qui a reçu une chimiothérapie, il est polluant? Est-ce que finalement,
demain, si on veut aller jusqu'au bout, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment là le problème, c'est qu'on n'a pas de mesure réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, une famille traumatisée par un recueillement auprès d'un corps qui serait en état avancé, pour les professionnels, on sait de quoi on parle quand on dit ça, est-ce que finalement, un deuil difficile, voire pathologique, post-obsèque, ne va pas plus impacter la planète en termes de traitement médicamenteux le but n'est pas de se donner raison, mais on ne peut pas seulement débattre sans mesurer. Aujourd'hui, c'est un sujet, aussi bien auprès de la chambre syndicale qu'auprès des fédérations en général, d'ailleurs. Arrêtons pour moi, d'opposer l'humusation est une pratique. C'est ce que j'ai dit, en l'occurrence, à l'Assemblée nationale. Notre métier, c'est de s'adapter. Les familles passent moins à l'église, on s'est adapté. Les familles souhaitent des crémations, on s'est adapté. On ne s'est jamais opposé, on s'est adapté. Les familles, et notre métier, c'est de répondre favorablement à des familles et à leur volonté pour respecter les volontés du défunt ou de la famille. C'est notre métier depuis toujours. On le fera toujours. La seule chose, c'est que, et à plusieurs reprises j'en ai parlé, on doit être conscient, en effet, si on perd le cercueil, ça a une conséquence économique, c'est certain. Ça aura une conséquence surtout sur la répartition du prix de notre facture. Les chambres funéraires coûteront plus cher, les porteurs coûteront plus cher. Ce qu'on ne vend pas et ce qu'on offre partiellement, on le facturera. Mais en fait, on a besoin, non pas de cette marge pour s'acheter une Ferrari à chaque fin d'année, c'est pour défendre notre modèle économique et d'avoir des belles chambres funéraires rénovées. Les entreprises de pompes funèbres gagnent de l'argent, mais pas de manière outrancière plus que certaines professions. Donc il faut déjà, à minima, qu'on se coordonne sur ce sujet pour moi, et on démontre au pouvoir public qu'on n'est pas une filière défensive. De toute manière, moi je dis toujours qu'on n'arrête pas une rivière, on la canalise. Donc c'est-à-dire qu'on doit simplement se positionner comme des acteurs intelligents, à l'écoute des enjeux et écologiques et économiques et sociétals, et de simplement demander à avoir une place dans le débat pour construire le funéraire de demain avec des gens qui sont bien plus professionnels que nous sur les études, il n'y a pas de problème, mais en toute transparence. Voilà, merci. Séverine ? Non, je complète. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'à l'heure actuelle, on manque de chiffres et quand des familles viennent nous voir et pas uniquement des bobos, ils aimeraient qu'on puisse leur dire qu'est-ce qui est le plus vertueux. Et on est malheureusement incapable. On n'imagine que, mais il nous faut des chiffres. Donc ça, je rejoins. Ensuite, être ouvert sur l'aquamation, l'humusation, tout le reste. Bien évidemment, nous, les coopératives, on est très à l'affût de tout cela. Ce qui en est du cercueil, c'est un vaste sujet. Je vous invite à en discuter avec nos amis de la Fédération des coopératives du Québec, où le cercueil n'est pas obligatoire. Et donc, tout leur modèle a été revu. Alors, bien évidemment, c'est un gros chamboulement. C'est des façons de faire différentes. C'est un modèle économique différent. Mais bon, c'est possible. Mais dans tous ces nouveaux rites, voilà, il faut penser en effet à l'impact psychologique sur les familles et dans le processus du deuil. Sylvestre ? Je clôture. Évidemment, la première fois... On a encore des autres questions après. Évidemment, la première fois où on a entendu parler d'humusation, moi qui représente des fabricants de cercueils, de monuments, de caveaux, des fournisseurs de soins de conservation, d'articles funéraires qu'on pose sur les tombes, je me suis dit que la terre se dérobait sous nous. Mais du coup, je me suis posé la question, à quoi sert-on? À quoi servent nos articles, nos produits? Et comment sont constituées nos pratiques funéraires? Nos pratiques funéraires d'aujourd'hui se sont constituées autour de rites, on en parlait, Philippe l'évoquait à nouveau, de rites. Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle de technique de disparition de corps. Mais les funérailles, les cérémonies d'aujourd'hui, ce n'est pas de la technique. Les gens ne rentrent pas chez un pompe funèbre avec des questions techniques sur comment faire disparaître mon défunt le plus rapidement ou le plus écologiquement possible. Le métier de pompe funèbre, c'est un métier d'accompagnement dans une épreuve de la vie qui est le décès. Et là-dessus, l'offre s'est constituée autour de ces pratiques avec des cercueils qui permettent d'entourer et d'accompagner le défunt de manière confortable avec du capiton, avec de la présentation des corps de manière à amoindrir la dureté de ce dernier regard vers le disparu, avec des monuments qui vont garder le souvenir
du défunt et qui sont importants. Combien de visites au Père-Lachaise chaque année? 3,5 millions de personnes visitent le Père-Lachaise chaque année. Combien de personnes se rendent dans les cimetières à la Toussaint? 30 millions de personnes. Récemment, j'ai pris conscience que c'était un déplacement de masse. On a la Golden Week des vacances en Chine avec énormément de déplacements. Nous, c'est la Toussaint. On va moins loin parce que le cimetière est souvent plus proche, mais c'est un déplacement de masse. Il correspond bien à des besoins des familles. À quoi servent les articles funéraires? À entretenir, à garder un souvenir. Tous ces éléments, tous ces produits ont un rôle pour les familles. Et un rôle quasi thérapeutique dans la gestion du deuil, des étapes du deuil. Moi qui grave des plaques personnalisées, je sais combien il est important pour les familles de s'exprimer. Et notre mission d'entreprise, c'est de permettre aux gens de s'exprimer et ce faisant de passer une étape du deuil qui leur permettra de mieux vivre cette absence. Et le rôle des pompes funèbres est de permettre de transcender ces moments-là. Alors effectivement, on se retrouve dans des situations avec les obsèques civiles où le rite est à réinventer. Et on voit avec la crémation, effectivement, et son évolution depuis 40 ans, combien il a été difficile, long, de mettre en place des cérémonies qui ont été un nouveau métier pour les pompes funèbres. Donc demain, la question, c'est est-ce qu'il faut répondre à l'écologie par voilà, une adaptation technique ou est-ce qu'il faut faire évoluer nos rites actuels? Alors évidemment, je pense que les choses n'allant pas très vite dans le funéraire, il vaut mieux passer sur le modèle évolutif qui sera progressif, mais sur lequel toute la filière doit réfléchir ensemble, voilà, et toujours dans l'objectif des familles. Merci Sylvestre. Manon, on voit le temps passe. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de laisser peut-être 5 minutes s'il y a des questions dans la salle. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les intervenants. Est-ce que peut-être avant de passer aux questions de la salle, est-ce que l'un de vous quatre a quelque chose à ajouter pour répondre peut-être aux trois autres? Parce qu'on voit bien, l'idée c'était aussi une table ronde, c'est un échange par rapport aux différentes argumentations qui ont été posées. On voit bien qu'il y a des styles différents. Mais c'était aussi tout l'objet de la table ronde, hein, de voir aussi comment on peut, nous, appréhender ces changements qui vont venir vers nous, comment on les appréhende, comment on s'y prépare. Si demain, ces modes de sépulture devaient être légalisés, comment préparez-vous vos entreprises? Comment souhaitez-vous vous préparer? Quelle est votre perception par rapport à ça? La question est vaste, mais est-ce que vous pouvez, en quelques mots, je vous demande quelque chose de difficile, mais en quelques mots, synthétiser votre pensée, tous les quatre? Gauthier, Séverine, tu veux... Ou Gauthier, vas-y Gauthier. Je vais essayer d'être rapide. Je compte sur toi. La question, c'est est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un danger? Je pense qu'on est tous pareils. Finalement, on est prêt à se préparer parce que ça arrivera. On doit... alors là, je parle en tant que Gauthier Caton, pompe funèbre Caton, et pas du tout en tant que FNF. Peut-être que c'est l'opportunité aussi de... quitte à ce que la boîte soit ouverte du débat, qu'on aille sur des sujets comme la délégation de service public des crématoriums, sur la gestion de cimetières privés, parce que l'humusation va bien falloir qu'elle se gère quand on fait du jardinage, comme Philippe dit, dans un cimetière, ou tout de même dans un espace extérieur clos. Donc un espace extérieur clos dans lequel on met des corps, c'est un cimetière en France. Donc finalement, tous ces sujets sont des sujets qui vont forcément modifier la réglementation et la pratique. Peut-être que finalement, ça va donner la possibilité à des acteurs de taille moyenne de disposer d'équipements nouveaux et finalement transformer tous ces changements comme des opportunités et de démarcation concurrentielle, parce que malgré tout, on ne peut pas mettre de côté notre réalité concurrentielle au niveau de nos territoires, et ça permettra enfin peut-être à des acteurs de taille petite taille, moyenne taille et même grosse taille, d'avoir des équipements qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas avoir. Et pour moi, c'est une des opportunités, mais ceci n'engage que ma position de pompe funèbre indépendante et pas du tout par rapport à la fédération. Merci. Merci Gauthier. Séverine, c'est bon?
Moi, je voulais rapidement aborder le point législatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne parle pas de l'humusation, et encore une fois, l'expression jardinage. Dès lors qu'il y a une réglementation qui autorise un jour peut-être l'exploitation de cimetières privés, alors le modèle économique pourrait être sauvé. Ça, j'en suis convaincu, parce qu'au Canada, c'est exactement ce qui se passe, en fait. Mais pour revenir sur la partie plus précise de l'aquamation, en fait, le processus ou le procédé est à peu près le même que faire la crémation d'un corps. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il est important aussi que cette technique soit encadrée au sein d'un contrat de délégation de service public, comme l'est le crématorium. C'est-à-dire un ouvrage ouvert à tous, avec un gestionnaire délégué qui va gérer l'outil durant sa vie et éventuellement, au terme, restituer l'ouvrage à la commune ou au syndicat communal. Je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut le prendre, parce que si on a une approche entre guillemets trop à l'américaine, on risque d'avoir, comme je l'ai vu et ce qui existe un peu partout aux États-Unis, des hangars dans lesquels on exploite des appareils de crémation ou des appareils d'aquamation. Et c'est notre ADN franco-européen fait qu'on aime quand même mieux que ça soit un tout petit peu plus, et pourtant c'est un libéral qui vous parle, mais contrôlé, ou en tout cas contrôlé et administré ou en délégation avec une supervision communale ou de l'État. Je pense que c'est quand même important. On traite du sujet de la mort, on ne traite pas d'un pur traitement d'incinération, d'ordures ménagères ou de déchets industriels. Voilà. Merci Philippe. Je ne l'ai pas fait exprès, Sylvestre, on ne l'a pas fait exprès avec Manon, mais c'est souvent toi qui clôture. Moi, je voudrais, pour conclure, ou peut-être rappeler un chiffre d'une étude que la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire avait fait lors d'une enquête du CREDOC sur les Français et le deuil. Quand on demande aux Français s'ils sont en deuil, on se rend compte que 40% des Français sont en cours de deuil. Et le deuil, il est invisible et inaudible, parce que quand on regarde autour de nous, on a l'impression que personne n'est en deuil. Mais 40% des Français sont en deuil. Et dans ces 40%, on en a 42%, donc globalement 16% du total des Français, qui sont sur un deuil qui remonte à plus de 5 ans. C'est quand même une réalité forte et un peu glaçante d'ailleurs, de se dire que le deuil aujourd'hui, alors que nous sommes sur des choix inhumation, crémation, on le rappelait, qui sont millénaires, qui n'ont pas toujours été utilisés, mais qui sont millénaires, auxquels on est habitué, le deuil est quand même un peu traumatique, un peu beaucoup. Alors faut-il se révolutionner tout ça et se tourner vers une nouvelle technique sortie du chapeau et de pays d'avant-garde? Alors c'est plutôt vers l'anthropologue que j'aimerais poser la question pour avoir sa réponse. Parce que on a une proposition de loi pour une expérimentation, mais il ne faudrait pas que ce soit une proposition de loi pour jouer les apprentis sorciers. Voilà. Et là-dessus, quel est le regard d'anthropologue qu'on peut avoir? Je ne suis pas compétent pour répondre, donc je ne conclurai pas et je laisse Manon conclure. C'est bien. Manon, est-ce que tu te sens de répondre à la question? Déjà, tout ce que je peux dire, c'est que mon sujet de thèse traite justement de ça et que la thèse est toujours en rédaction. Ce n'est pas un sujet si simple. Non, c'est un sujet extrêmement complexe. Parce que, comme vous le soulignez déjà très bien, il y a déjà beaucoup de problématiques dans le sens scientifique avec l'inhumation et la crémation. Et bien que la crémation a été légalisée déjà en 1887, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la pratique, c'est encore ce que nous, on utilise en anthropologie et en sociologie, du bricolage. On fait comme on peut pour le rituel, mais c'est en cours de construction, on s'adapte, on fait comme on peut, que ce soit pour les familles ou les professionnels du funéraire. Ce qu'il faut, c'est que professionnels, intellectuels, ce que je veux dire, c'est philosophes, anthropologues, sociologues, psychologues, etc., se positionnent, réfléchissent sur ces questions de nouveaux modes de sépulture, parce que c'est loin d'être anodin, et que, comme vous le soulignez encore,
ce n'est pas qu'une partie technique. Ça fait vraiment écho au rite et au rituel au pluriel, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et souvent, l'exemple que je donne, c'est la crémation. Il aura fallu attendre 2008 pour que ça soit beaucoup mieux encadré, pour qu'il y ait un statut concret donné aux cendres, etc. Et qu'entre 1887 et 2008, il y a eu beaucoup trop peut-être de liberté quant à la crémation et au statut des cendres et à leur mobilité. C'est surtout pas ce qu'il faudrait qu'il arrive, que ça soit avec le liquide en cas d'aquamation, quel statut on donne au liquide, même s'il n'y a plus de traces ADN dans ce liquide-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le remet dans le circuit de l'eau courante ou pas? Et pour l'humusation, quel statut on donne à l'humus? Est-ce que c'est un statut au même titre que des restes mortels ou des cendres ou non? Et ça change tout. Et je ne peux pas donner de réponse précise, mais en tout cas, c'est vraiment des réflexions qui sont profondes, qui sont importantes, et je pense qu'il faut prendre le temps d'y répondre. Merci. C'est une réponse. On avait commencé avec un petit peu de retard, donc on a encore un petit peu de temps pour des questions éventuelles dans la salle. Il y a un micro. Si quelqu'un a une question ou une observation à faire, c'est avec plaisir. Bonjour. Oui, je suis Alain Leclerc de la Fédération des coopératives funéraires du Québec. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Il y a quelques éléments d'information qu'on pourrait partager avec vous. Nous, on est un réseau d'une centaine d'agences au Québec, un peu partout. On a une douzaine de crématoriums, donc on fait beaucoup de crémation. Et on a eu 2 unités d'aquamation qu'on a exploitées pendant environ 1 an. Et on ne les a plus. On ne les a plus. Dès le départ, on a voulu connaître l'impact écologique de l'aquamation par rapport à la crémation, laquelle elle avait le plus d'impact. On a commandé des études scientifiques par des professionnels de chez nous pour évaluer effectivement laquelle polluait le plus. Et au final, l'aquamation a gagné par un nez. Au final, on s'est rendu compte en fait que si on faisait plus que 100 km pour aller porter le corps à l'unité d'aquamation, on perdait l'avantage de l'aquamation au niveau écologique. Donc, je ne connais pas la qualité des unités de crémation que vous avez ici par rapport aux nôtres, mais quand même, au niveau écologique, c'était peu. Là. Où on a cessé d'utiliser l'aquamation, c'est au niveau technique. Il ne faut pas s'imaginer que l'eau qui sort de l'aquamation, ce n'est pas de l'eau salée qu'on peut retourner à l'océan comme vous le pensez. Vous êtes des professionnels du funéraire, là, je ne vous irai pas dans le détail, mais techniquement, ce n'est pas au point encore. C'est ce que je vous dirais de plus poli. Et vous avez raison que les liquides qui sont issus de ces unités-là, c'est problématique. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas évident. Là. Puis en termes de disposition, c'est vrai que chez nous, les cercueils, c'est maintenant rendu 10% des familles qui achètent un cercueil. Donc 90% des familles font directement la crémation et tout le rituel funéraire se fait en présence des urnes. On ne vend plus de cercueil. Et vous avez raison, M. Sylvestre, que le défi, c'est au niveau des rituels funéraires. En fait, on est des professionnels du rituel funéraire et notre rôle, c'est d'accompagner la famille dans la constitution de rituels funéraires le plus adapté au processus du deuil. Et pour le reste, c'est de la disposition. Que les gens se fassent inhumer par la crémation ou l'aquamation, c'est un autre défi, mais notre principal travail comme professionnel de l'industrie, c'est d'accompagner les familles dans le processus du deuil. Et pour les questions d'écologie, on a fait aussi des sondages chez nous. Et on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 1% des gens qui souhaitaient des funérailles écologiques, mais que tous les clients qu'on consulte veulent que l'entreprise funéraire soit éco-responsable. Donc, on nous demande d'avoir des véhicules électriques, on nous demande d'avoir de la vaisselle jetable ou compostable pour les buffets, on nous demande d'avoir moins de papier qu'on remet aux familles, on nous demande de gérer l'utilisation des chasses d'eau dans nos installations, de contrôler l'utilisation de l'éclairage, de consommer moins d'énergie. On nous demande tout ça. Mais pour ce qui est de la consommation de produits écologiques, les gens ne sont pas prêts à payer plus pour avoir ce genre de produits-là. Merci beaucoup pour cet éclairage du Québec et bienvenue au Salon français et au plaisir d'échanger.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Sarah? Bonjour, Sarah Dumont de Happy End. Moi, j'avais une question, puisqu'on manque d'informations, à part l'étude déclarative du service funéraire de la ville de Paris, sur justement l'impact écologique de la crémation et de l'inhumation et du cercueil en carton. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il y ait une étude comparative faite pour qu'on y voit un peu plus clair sur le sujet? Sans trahir de secret, il y a un groupe de travail de la Fédération nationale du funéraire qui très collégialement a invité notre chambre syndicale à participer. Et nous avons également fait ce constat que sur le paysage aujourd'hui, nous avons une étude relativement partiale qui date de 2017, faite à l'origine par la Fondation des services funéraires de la ville de Paris, qui est très rudimentaire, qui ne va pas au cœur des choses, et on peut imaginer qu'une nouvelle étude serait la bienvenue, et qui serait une étude à plusieurs entrées, avec l'ensemble des choix disponibles aujourd'hui dans le funéraire. Parce qu'effectivement, l'étude des services funéraires de la ville de Paris stipule que derrière une inhumation, il y a un caveau neuf, il y a un monument funéraire neuf qui est posé. Qu'en est-il du parc de caveaux existant, dont le taux de remplissage est loin d'être à 100%? Qu'en est-il de la pleine terre dont parlait Séverine? Qu'en est-il du choix ou non de faire des soins de conservation, ou juste une toilette, ou pas de soins du tout? Et l'étude est très, très rudimentaire à ce niveau-là. Donc effectivement, on réfléchit ensemble, et j'espère qu'on pourra avancer pour qu'une étude et des chiffres viennent nous informer, nous renseigner. Voilà, tout ça est en discussion, et on espère avancer sur le sujet en 2024. Oui, je rajouterais juste un point, Sylvestre, c'est que ces éléments chiffrés, ils sont fondamentaux, parce que on a une proposition de loi là qui est dans l'air. Il ne faudrait pas que le législateur, enfin je ne veux pas dire fasse n'importe quoi, parce qu'il mène son enquête, il analyse, il étudie. Mais il faut quand même un peu le guider dans cette démarche, parce que c'est quelque chose, d'abord on parle de ces pratiques, elles sont totalement nouvelles, d'une part. Effectivement, on n'a pas bien fait l'analyse du bilan carbone de toutes nos activités jusqu'à présent, et il y a peu d'études qui sortent sur le sujet. Et donc c'est fondamental de faire cette étude-là, parce que si elle est précise et impartiale, je pense qu'on guidera mieux le législateur dans ses décisions. Mais de toute façon, à un moment donné, il va la prendre, la décision. Surtout quand il y a des sujets de non-majorité, etc. C'est les sujets sociétaux qui passent en premier. Donc on risque, à un moment donné, de voir une loi promulguée sur ces thèmes-là. Voilà. Et puis, je pense que les professionnels du funéraire ont un devoir d'information vers les familles. Et le devoir d'information, c'est l'information du prix avec le fameux devis type. Mais l'information en termes d'émissions de gaz à effet de serre devrait être le corollaire de ce devis type. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde et quand on lit ce projet de loi qui fait une page et demie, on nous présente les techniques d'aujourd'hui comme étant polluantes ou extrêmement polluantes. Mais on a un peu l'impression que les gens voudraient racheter sur une journée leur consommation de produits fabriqués en Chine de toutes les dernières années de leur vie. Et il faut peut-être donner la mesure de ce que ça représente vraiment, et en fonction des différents choix qui sont possibles. Je me permets de rebondir. Ça marche. Entre autres, on a créé un document il y a quelques temps chez nous sur les recommandations, sur nos actions, donc la replantation d'arbres, etc., etc. Et surtout sur les conseils qu'on pouvait donner aux familles. Parce que pour rejoindre les propos de Sylvestre, ce qui est assez amusant, c'est que finalement les familles nous demandent plein de choses. Globalement, les pouvoirs publics nous culpabilisent de pratiques. Et sur un cercueil en carton, vous allez avoir un dessus de cercueil en rose qui viennent du Kenya par avion. Sur le corps, il y aura des vêtements en polyester et des chaussures et des semelles en plastique. La famille va être 10, ils auront 8 voitures pour nous accompagner. Donc, en fait, on nous demande plus que ce que les familles pratiquent. Et lorsqu'on a déjà eu l'occasion de débattre sur ce sujet,
Évidemment, on ne peut pas culpabiliser les familles dans la relation, ce n'est pas du tout notre rôle, mais à minima, de leur donner de bonnes pratiques au moment des obsèques, comme une sorte de conseil pour réduire l'impact, parce qu'elles n'y pensent pas, les fleurs de saison d'origine européenne, tout un tas de choses assez simples, mais à ce moment-là, les familles ne vont pas forcément penser à ça. Donc, en l'occurrence, nous, on a fait ça, et pour répondre à monsieur par rapport au Québec, j'ai eu l'occasion d'être reçu 2 fois à Montréal. On est vraiment très différents dans les pratiques. Il y a un peu de cercueil, en effet. Les crématoriums sont gérés de manière privée, souvent dans des complexes funéraires complets où les corps sont présentés. Donc finalement, il y a une sorte de transport permanent, sans contenant ou dans des contenants simples. Les cérémonies en présence d'urne, ça fait des années que vous faites ça. Chez nous, c'est une possibilité actuelle. Hein. Les gens ne le font pas. Ils veulent bien voir le cercueil. Et demain, je vous mets au défi de demander à une équipe paroissiale de célébrer une cérémonie religieuse auprès d'une urne sans leur expliquer un petit peu pourquoi le corps est déjà en cendres. Et c'est assez vite compliqué. Ils sont ouverts, mais il y a une certaine limite à la pratique. Et en effet, donc du coup, ça fait, je pense, des différences. C'est très intéressant de voir vos pratiques. Il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qui sont adaptables. Le modèle économique de nos entreprises et le prix des obsèques est différent. Mais en tout cas, oui, si vous connaissez notre modèle en France, je vous invite même à venir chez nous, ça serait avec beaucoup de plaisir. Et on a quand même des différences culturelles qui peuvent expliquer quand on est dedans pourquoi, par exemple, pour avoir assisté en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de visiter Manus Poirier et d'autres groupes familiaux, quand on voit qu'il y a des chambres funéraires qui sont des hubs qui réunissent près de 80 corps, où il y a des ateliers de préparation de corps qui ensuite sont dispatchés vers les salons, c'est des pratiques qui sont irréelles dans nos régions. Alors, Montréal n'est pas le Québec, donc il y a des pratiques qui sont différentes. Voilà, merci. Merci. Je vois l'heure qui tourne et il est temps aussi que le salon reprenne sa vie. Et je me tourne vers le président du salon sur le sujet. Je vous remercie tous. Je remercie Manon d'avoir co-animé. Je remercie Gauthier, Philippe, Séverine et Sylvestre d'avoir essayé de travailler, de traiter et d'échanger sur ce sujet qui n'est pas simple. On voit bien que le sujet est complexe, qu'il amène à réflexion, qu'il amène à questionnement. Mais il était important, non pas de répondre à la question est-ce qu'on est pour ou on est contre, le débat n'est pas là, le débat il est d'éveiller les consciences de chacun et de chacune et de réfléchir toutes et tous ensemble sur ce sujet. Et nous, en tant que fédération, et là je me tourne aussi vers Sylvestre, que ce soit la FNF ou la Chambre syndicale, on essaye de se positionner vis-à-vis des pouvoirs publics, et c'est une réponse aussi pour Philippe, en tant qu'expert et en tant que référent, pour effectivement éviter que n'importe quoi arrive. Mais encore une fois, ils ne sont pas prêts à faire n'importe quoi non plus. Mais s'ils devaient réfléchir à des choses, qu'ils le réfléchissent avec nous, parce qu'il y a plein d'impacts. On a parlé de rites, on a parlé de juridique, on a parlé de technique, on a parlé de social, de sociétal, de sociologie, de philosophie. Il y a beaucoup de sujets qui amènent des questionnements et aussi des questionnements pratico-pratiques de comment on fait concrètement pour faire telle ou telle chose. Et ça, toutes les réponses, on les a pas aujourd'hui. Et les politiques non plus n'ont pas toutes ces réponses. Et c'est important qu'on soit autour de la table avec des intellectuels, avec des sociologues, avec des anthropologues, pour réfléchir et travailler tous ensemble sur ces sujets. C'était l'objet aussi de la table ronde d'aujourd'hui, c'était d'éveiller ces consciences. J'espère qu'on y est parvenu. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation de salon. Et il y a une nouvelle conférence vendredi juridique qui sera animée par Pierre Laribe et Delphine Berthaud de l'équipe juridique de la FNF et qui sera suivie de la finale du concours d'éloquence. Donc je vous invite à revenir vendredi pour cette nouvelle conférence qui aura lieu à partir de 10h. Merci, bonne fin de journée à tous et bon salon.